Je vous propose qu'on commence pour respecter le timing. Donc, ben, tout d'abord, je remercie toutes les personnes. Enfin, pour moi, ça a été un long travail j'ai envie de dire, de plusieurs mois dès le moment où j'ai pris la décision d'organiser ce sommet. C'est donc plusieurs semaines, plusieurs mois de travail avec plusieurs personnes qui m'ont accompagné, qui ont fait également de la publicité, j'ai envie de dire, en Suisse, en France, en Belgique, ou encore au Canada. Donc, merci à toutes. Merci Laura qui est aussi là et qui a énormément fait de la publicité dans son réseautage de Passion WePet, une passionnée de WePet. Donc, merci Laura. Merci à tout le monde. Merci aussi aux intervenants. Et puis, ce que j'aimerais surtout préciser, c'est que c'est pas un hasard aussi si les 2 journées s'ouvrent avec une vétérinaire aujourd'hui, Naïla, et demain avec Walter, parce que quand on parle de soins naturels pour les animaux, cela veut dire pour moi que c'est essentiellement des soins que l'on fait en prévention, mais le vétérinaire reste pour moi aussi important et j'ai été étonnée parfois d'avoir certaines réactions en disant oui, les soins naturels, c'est super, j'ai besoin d'aller chez le vétérinaire, donc c'est de loin pas le message que je souhaite donner. Et pour moi, un vétérinaire a vraiment toute sa place. Moi-même, j'amène mes animaux aussi régulièrement chez des vétérinaires, voire des spécialistes en fonction des problèmes qu'ils ont. Donc, pour moi, c'est important aussi de laisser la place aux vétérinaires. Pour moi aussi, le fait d'organiser, voilà, j'ai une petite visite, ça tombe bien, je vais vous la présenter. Ça, c'est ma petite Maine Coon. Voilà, elle s'inquiète de savoir ce qui se passe. Donc, pour moi, ce qui était mon objectif aussi d'organiser ce sommet, c'était d'encourager aussi les propriétaires d'animaux à avoir une approche proactive et surtout préventive, j'ai envie de dire, pour minimiser certains problèmes de santé et être aussi plus conscient de comment savoir qu'un animal est peut-être dans la douleur ou avoir le bon réflexe pour se dire si mon animal a vraiment un problème, je dois réagir, j'attends pas 2 semaines, je réagis et je vais aussi auprès des bonnes personnes pour éviter j'ai envie de dire, de faire n'importe quoi et qu'ensuite on ait des problèmes complémentaires. Pour moi, c'est aussi important, donc je suis dans les animaux depuis toujours, mais je suis aussi toujours étonnée de voir qu'il y a aujourd'hui encore une très grande méconnaissance par rapport à certaines techniques, que ce soit par exemple les fleurs de bac. Je suis totalement fan de fleurs de bac. J'ai suivi différents cours avec Elisabeth, mais je suis toujours impressionnée de voir que beaucoup de personnes ne connaissent ni les fleurs de bac, ni l'acupuncture, ni d'autres soins, par exemple la lithothérapie animale aussi. Et c'est aussi l'objectif donc de ce sommet de mettre en réseau des personnes pour donner des clés aussi aux propriétaires de chiens, de chats, de chevaux ou d'autres animaux pour après donner aussi l'envie d'approfondir ces différentes méthodes. Donc, pour commencer ce sommet, je vais maintenant vous partager, pardon, il y a juste un micro, je crois que c'est Naïla qui attend. Voilà, on va peut-être partager. Je vais vous partager l'écran et puis je vais donner la parole à Naïla qui va nous présenter les résolutions émotionnelles pour épanouir notre relation avec les animaux. Alors, je vous laisse la parole, Naïla. Merci beaucoup. Bonjour à toutes, bonjour Fabienne et merci pour l'organisation de ce sommet et de m'avoir invitée en tant qu'intervenante. Alors, pour vous expliquer un petit peu pourquoi j'en suis arrivée là, ben effectivement, comme le disait Fabienne, je suis vétérinaire de formation, je suis sortie de l'école en 2003, donc ça date un petit peu maintenant, mais très rapidement, du fait d'avoir travaillé en médecine rurale, j'ai commencé à m'intéresser aux médecines naturelles parce que j'étais très frustrée du manque de réponse aux soins thérapeutiques conventionnels que je pouvais apporter. Et donc, j'ai commencé une première formation en ostéopathie. Alors, l'ostéopathie, telle que je l'ai découverte il y a plus de 20 ans maintenant, ça a été une révolution pour moi parce que c'était une approche énergétique, viscérale. Et déjà là, ben, le lien avec les émotions, on peut ressentir dans le corps des tensions au niveau des fascias,
parce que les fascias peuvent garder des tensions émotionnelles, mais aussi au niveau des différents organes. Et comme mon prof d'ostéo régulièrement mettait des aiguilles d'acupuncture sur les animaux, je me suis également formée à l'acupuncture. Ça sera l'objet de la deuxième conférence de la matinée. Mais il y a une phrase qui m'a vraiment marquée dans l'approche de la médecine traditionnelle chinoise. Toute émotion qui n'est pas exprimée s'imprime en nous et dans nos différents organes. Et donc, nous verrons tout à l'heure où s'impriment nos différentes émotions quand on ne les résout pas. Et donc, j'avais acquis ces différentes notions. Donc là, nous sommes en 2005, 2006, 2007. Je travaille dans différents endroits. J'approche les animaux avec aussi, je propose l'ostéopathie et je ressentais bien. Et en même temps, je me suis formée à l'homéopathie et l'homéopathie uniciste. Et donc là aussi, à chaque fois, on demande quel événement a fait que l'équilibre de santé est rompu. Et donc, j'avais vraiment une grande notion des états émotionnels bloqués qui, justement, entraînent un mal-être profond et peuvent rompre notre équilibre de santé. Et donc, 2011, je commence vraiment à me dire, mais quoi faire avec ces émotions? Et même pour moi-même, parce que c'était quelque chose qui était vraiment envahissant pour moi. Je me sentais totalement démunie, des fois dévastée, envahie par mes états émotionnels. Et donc, j'ai commencé à chercher quoi faire avec les états émotionnels. Mais comme je vous le dis, à la base, je suis vétérinaire. Donc, ce que je veux découvrir, c'est aussi comment aider un animal qui est en émotion. Parce que j'accompagne également des humains, mais mon fer de lance, c'est les animaux. Et donc, au cours de mes recherches, j'ai commencé. Alors, je ne me suis pas formée, donc je tiens à m'excuser s'il y en a qui pratiquent, que peut-être de la vulgarisation que je vais en faire, mais donc j'ai commencé à trouver sur Internet l'EFT. Alors, l'EFT, ça me parle. On tapote des points d'acupuncture en répétant des phrases positives. Alors, pour les humains, je veux bien croire que ça peut aider. Mais pour un animal qui a, par exemple, un cheval qui a peur de monter dans un vent, pour un chien qui a peur de passer à côté d'une bouche d'égout, comment je fais? Je lui répète, tu as confiance de passer et je lui tapote sur ses points. Donc, je ne me suis pas formée à l'EFT parce que pour moi, la grande majorité de mes patients étaient exclus de ce type de technique. Après, j'ai aussi trouvé l'EMDR. Alors, là, pareil, le praticien EMDR demande au patient de revivre l'événement traumatisant. Et ensuite, il lui demande de fixer le doigt et balaye. Et le fait de faire des mouvements oculaires fait que ça permet de reprogrammer notre cerveau. Alors là, pareil, pour un humain, je veux bien croire. Mais comment je fais pour un animal? Donc, encore une fois, je ne me suis pas formée à ces techniques-là. Mais j'ai eu la chance, en début 2012, de rencontrer Olivier Hibon, qui était à ce moment-là président de l'association des praticiens TIPI. Donc, TIPI, c'est pour technique d'identification des peurs inconscientes, mais maintenant, on a, entre guillemets, dépassé tout ça parce que c'est plus une technique, c'est vraiment, on a découvert le fonctionnement de comment notre cerveau fait-on avec nos émotions. Donc, c'est plus une technique, mais c'est vraiment un processus naturel. Donc, voilà. Mais donc, à ce moment-là, Olivier, lui, était président de cette association. Il s'est dit, ça marche bien pour pour les personnes, ça marche pour les enfants. On doit trouver comment aider un animal qui est en émotion. Et donc, l'univers nous a permis de nous rencontrer. Et quand il a su que j'étais vétérinaire, qui plus est orienté en médecine naturelle, il m'a tendu la perche. Que penses-tu des états émotionnels? Et donc là, comme je vous l'ai dit, je m'ai intéressée déjà. Je cherchais. Et donc, je lui ai dit, oui, je sais bien que les émotions peuvent
permettre de rompre notre équilibre émotionnel, enfin de santé. Donc, je suis très, très intéressée par rapport à ça. Il me dit, bah moi, j'ai lancé des recherches pour aider les animaux, mais pour l'instant, on n'a pas encore trouvé vraiment enfin, comment ça fonctionnait. Mais si tu veux participer avec nous, je te convie à... Je ne sais pas si on va trouver, mais maintenant, je peux vous dire, oui, nous avons trouvé. Donc, nous sommes des chercheurs trouveurs. Et donc, voilà. Alors, pour intégrer cette équipe, il m'a proposé d'abord de faire une séance pour moi-même, pour vraiment ressentir ce qui se passe en soi quand on résout un état émotionnel bloqué. Donc, pour ça, j'étais chez Olivier, donc j'étais tranquille, il m'expliquait les trucs. Il me dit, ben, si tu veux faire une séance, là, comme tu n'es pas en émotion, parce que nous, humains, nous avons la possibilité de faire ce qu'on appelle des séances en différé, donc réactiver, parce que comme nous gardons en mémoire les événements qui nous posent problème, eh ben, on peut réactiver cette mémoire. C'est ça qui est vraiment formidable. Et donc, il m'a proposé de faire cette séance en différé pour moi. Donc là, bon, détail de ma vie privée du moment, je choisis de le faire avec mon papa parce que je suis en difficulté émotionnelle avec mon papa. J'ai 35 ans à ce moment-là, donc gentiment, mon papa me faisait la compta, mais dès que j'oubliais un papier pour la compta, il arrivait chez moi en criant, et parce que j'avais oublié des papiers, comment veux-tu que je fasse ta compta? Et moi, dès que je l'entendais arriver en criant, ben, vraiment, ça m'échauffait. Et puis là, les échanges, je vous passe les détails, ça faisait ping, pang, poum, poum. Et donc, c'était des échanges vraiment très, très conflictuels, réactionnels, colériques, enfin. Et donc là, ben, régulièrement, mon père partait. Et puis, des fois, se passait 1 jour, 2 jours, 4 jours, 6 jours, une fois avant qu'il revienne finir ma compta. Alors, je peux vous garantir que c'était vraiment un objet de stress pour moi. Donc, quand Olivier me tend cette perche-là, moi, ce que j'avais bien remarqué, c'était ma réaction quand j'entendais arriver mon père en gueulant. Donc, à ce moment-là, j'ai pris ça comme exemple. Et donc, j'ai résolu ma contrariété quand mon père arrive en criant dessus. Donc, je fais ça chez Olivier, je suis tranquille dans son salon, j'ai quelques sensations dans mon corps, mais en différé, les sensations sont souvent beaucoup moins intenses qu'en direct, mais parce que là, on est justement sur la racine émotionnelle et des fois, elle n'entend pas les choses. Donc, je fais ma séance, on fait la vérification, tout est tranquille pour moi. Et donc, je fais à Olivier, bah, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Et là, il me dit, bah, tu verras en situation comment ça se passe. Je lui ai dit, bah, ça va être vite vu que j'ai... Bah, il me fait, tu verras. Donc, quelques jours plus tard, eh ben, il y avait la compta qui arrivait. Alors, je n'avais pas résolu ma peur d'oublier des papiers, parce qu'à ce moment-là, je ne l'avais pas repéré, celui-là. Hein, parce que nos états émotionnels, des fois, sont un petit peu cachés. On n'a pas forcément, on pointe pas forcément les événements qui nous tendent. Donc, j'avais fait par rapport à la contrariété que mon papa me crée dessus. Donc, cette fois-ci, involontairement, j'oublie des papiers. Mon père arrive en criant. Et là, dans mon corps, tout est tranquille. Alors là, ça m'a fait vraiment bizarre parce que on se connaît. Ça fait 35 ans que je vis avec moi-même. Ça fait des années que mon papa me fait la compta et que à chaque fois que j'oublie des papiers, ce scénario se repasse. Et là, dans mon corps, tout est tranquille. Pas parce que je fais quoi que ce soit, pas parce que j'ai commencé à bloquer. Non, tout est calme dans mon corps. Et donc là, je peux dire à mon père, papa, je veux bien écouter ce que tu as à me dire, mais là, la forme employée, je ne peux pas l'entendre. Ça m'a permis de me positionner sereinement par rapport à mon père. Et là, ça a changé toute ma vie depuis, parce que ben, c'est des choses que j'applique vraiment au quotidien depuis. Et donc, ben, le fait d'avoir constaté ça pour moi, que quand on résout une émotion,
ben, ça libère vraiment de l'espace, ça permet de nous positionner sereinement par rapport à l'autre. Et ben, cette expérience m'a permis d'avoir vraiment envie de découvrir comment faire avec les animaux. Et donc, on a fait plusieurs essais, je vous passe les détails. Et puis, un jour, et ça, c'était au printemps 2012, vers le mois de mai-juin, ben là, j'aurais pas pu, et c'est cette séance-là qui nous a permis vraiment de pouvoir décortiquer le processus chez l'animal, mais j'aurais pas pu faire cette séance parce qu'en fait, le cheval avait peur des hommes, pas des femmes, des hommes, avec XY. Double X, ça allait. Et donc là, j'avais juste pas les bons attributs. Mais heureusement, Olivier, pour cette série d'expériences, m'accompagnait. Et donc, la propriétaire du cheval, ben, avait mis le cheval dans le box et tout, comme elle savait qu'on venait. Donc moi, je m'étais dirigée, j'étais auprès du cheval. En plus, je trouve ça beau parce que il s'appelait Hermès et donc le messager des dieux. Ben, c'est un petit clin d'œil sympathique. Et puis en fait, donc j'étais auprès d'Hermès et là, Olivier commence à s'approcher. Et donc là, Hermès se tend. Et Olivier, à l'extérieur du box, hein, il était encore à au moins une dizaine de pas, s'arrête. Et moi, je suis à côté d'Hermès et je ne fais rien. Juste, j'observe les tensions d'Hermès. Je ne fais rien, je ne dis rien. Et là, au bout de quelques secondes, Hermès se détend. Et donc, Olivier, ben, reprend sa marche vers le box. Puis à nouveau, Palier arrive, Hermès se tend à nouveau. Oh là là, lui s'approche encore. Et directement, Olivier s'arrête. Quelques secondes plus tard, Hermès se détend. Et donc ensuite, ben, Olivier a pu rentrer dans le box, a pu tourner autour d'Hermès. Le cheval était tranquille, mâchonné, la tête était relâchée. Et bon, après, on s'est dit, il a pu le caresser, tout ça, sans qu'il se tende, rien. OK. Et puis, ben, on finit avec cette expérience et je demande à la propriétaire, qui était également une amie, ben, donne-moi des nouvelles si tu vois des changements qui s'opèrent dans les prochains jours avec Hermès et les hommes. Bon, pas de nouvelles, mais un mois plus tard, comme là, c'était enfin, une propriétaire de chevaux d'un ami confrère, ben, Michael, qui est un homme également, va pour vacciner le cheval. Et donc, normalement, la propriétaire ben, enferme le cheval avant qu'il n'arrive, parce que si elle ne l'a pas enfermé dans le box et qu'il est dans la pâture, ils n'arrivent jamais à l'attraper. Mais là, ben, Michael est à l'heure et donc elle n'a pas eu le temps d'enfermer le cheval parce qu'elle pensait qu'il allait être un peu en retard. Enfin bref, et Michael lui dit, bah, on va bien voir, hein, on va aller dans le champ. S'il se laisse faire, bah, on le fait. Sinon, bah, je reviendrai. On n'est pas très loin, donc tout est possible. Et puis là, il se dirige vers le cheval. Le cheval s'est laissé attraper. Il a pu faire son vaccin tranquillement. Enfin, bref, tout s'est bien passé. Mais, encore une fois, de façon synchronique, quelques jours plus tard, j'ai Michael au téléphone et qui me dit, ah bah tiens, la semaine dernière, j'ai vu Hermès. Et je lui dis, tu as eu des changements? Il me fait, bah oui, c'est la première fois que je peux le vacciner dans le champ parce que généralement, si elle ne l'a pas attrapé et mis dans le box, ben, il est inattrapable quand je suis là. J'ai fait, ah, tiens, il y a quand même un beau changement. Et ben, suite à ça, Hermès n'a plus eu peur de l'approche des hommes, même dans le champ. Et donc là, suite au témoignage de Michael, je rappelle Olivier, je lui dis, on tient quelque chose. Hermès n'a plus peur des hommes. Mais bon, qu'est-ce qu'on a fait pour que cette séance marche de ce point de vue-là? Eh ben, c'est là où il a fallu qu'on se creuse le ciboulot, parce que pour découvrir en fait qu'il faut juste laisser le temps à l'animal en sécurité de faire son processus pour que l'émotion
s'apaise naturellement et surtout, nous humains, ne pas intervenir, et bien là, ça nous a pris du temps de découvrir ça. Parce que nous, on pensait toujours qu'il fallait aider l'animal. Non, ce qu'il faut, c'est pouvoir mettre l'animal en sécurité. Et ça, c'est vraiment le point indispensable. Et donc, suite à tout ça, je me suis vraiment intéressée à comment fonctionnent les émotions dans le corps. Et donc, il faut savoir en fait que les émotions, le point de départ de l'émotion, c'est le cerveau. Mais c'est la partie du cerveau dit reptilien, qui comprend l'hypophyse, l'hypothalamus, le noyau amygdalien, le cervelet, le tronc cérébral. Autrement dit, c'est la partie du cerveau qui est justement là pour toutes nos réactions physiologiques, biologiques dans le corps. En fait, à partir du moment où les cellules se sont agglomérées pour former des êtres complexes que nous sommes, il faut bien un chef d'orchestre par rapport à tout ça. Et quel est le chef d'orchestre? C'est le cerveau reptilien, le cerveau de l'inconscient. En fait, on n'a pas besoin de réfléchir à toutes les réactions enzymatiques que notre corps met en place pour renouveler tous les jours 1% de nos cellules. Oui, parce que tant qu'on est vivant, tous les jours, on renouvelle 1% de nos cellules. Mais tout ça se fait de façon inconsciente, régie par le cerveau reptilien. Et bien, nos émotions, le point de départ, c'est le cerveau reptilien. En fait, c'est pour nous dire « Attention, danger !» C'est pour sauver notre peau. Donc, nos émotions sont tout à fait naturelles. Par contre, ce qu'il y a, c'est que nous, humains, depuis la nuit des temps, quand on commence à réagir à des événements qui, en fait, ne sont pas de véritables dangers de mort, on a commencé par notre conscient, notre mental, notre capacité à réfléchir, à raisonner. On a commencé à essayer de contrôler, gérer, maîtriser les sensations pour essayer de contrôler, gérer, maîtriser les émotions. Sauf que là, on part par le conscient pour quelque chose qui vient de l'inconscient. Autrement dit, ça ne fonctionne pas à long terme. Il faut toujours refaire ses stratégies mentales quand on est dans ce principe-là. Pour vous montrer que ça ne marche pas, j'aime bien donner l'exemple de quelqu'un qui a peur des souris. Donc, remarquez, quand quelqu'un a peur des souris, face à l'événement souris, qu'est-ce qui se passe dans le corps de la personne? Ouh, ça monte et ouh, elle part en criant, en hurlant, en montant sur la chaise. Et puis là, potentiellement, qu'est-ce qu'elle va faire? Faut que je me calme. Donc là, on passe par le conscient pour bloquer, ou gentiment, on va dire à la personne, mais enfin, t'as pas besoin d'avoir peur des souris. Et la personne va répondre, je sais, parce que consciemment, elle sait qu'elle n'a pas besoin d'avoir peur. Sauf que, encore une fois, c'est l'inconscient. Le lendemain, le surlendemain, un an plus tard, nouvel épisode souris. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas de figure? Rebelote, bouffée de chaleur, la personne part en courant, le cœur qui bat vite. Et puis, elle doit à nouveau, faut que je me calme ou bloquer. Peu importe les stratégies mentales qu'on met en œuvre pour contrôler, gérer. À court terme, ça permet d'apaiser les sensations, mais à long terme, on garde la racine émotionnelle et donc, le processus redéclenche à chaque fois qu'on est face à l'événement qui déclenche une émotion en nous. Donc, ça, c'est pour vous montrer que ce qu'on met en place depuis la nuit des temps ne fonctionne pas. Mais donc, comment fonctionne notre cerveau reptilien? Et bien là, il suffit d'imaginer maintenant, vous êtes face à un événement qui met votre vie en danger de mort. Si vous commencez à réfléchir, vous êtes mort. Parce que la réflexion est bien moins rapide que l'événement en question. Et donc, là, il y a le cerveau reptilien qui se met en route pour permettre d'avoir une réaction face à cet événement qui met notre vie en danger de mort. Et donc, il y a 3 réactions possibles. 1, la fuite. Taillot, 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 le cœur qui bat à 300 000.
un échauffement du bas du corps qui fait qu'on peut courir super vite. Deuxième façon de sauver notre peau, l'attaque, la défense. Et donc là, pareil, hein, le cœur bat à 300 000 à l'heure, il y a plutôt un échauffement du haut du corps qui fait qu'on peut déployer une force phénoménale. Mais pour ça, faut-il quand même avoir une certaine capacité musculaire. La petite gazelle face au lion, si la fuite n'est pas possible, l'attaque est vaine d'entrée. Et donc le troisième instinct de survie, c'est simuler la mort. Bon, c'est un peu dangereux quand même, mais voilà, des fois, ça peut sauver la peau. Et là, on voit la gazelle qui s'écroule par terre. Dans le corps de la gazelle, le cœur est quasi à l'arrêt. La température du corps chute. Les muscles sont tout flasques. Mais donc, imaginez, il y a un événement qui met la vie en danger. Ça active le cerveau reptilien. Et dans deux cas, la fuite et l'attaque, le cœur est à 300 000 à l'heure. Dans le troisième, simule la mort, le cœur est quasi à l'arrêt. Si ces états-là perdurent, que va-t-il se passer? L'animal va mourir. Donc, ça ne serait pas très efficace comme processus. Mais il faut savoir que dès que le cerveau reptilien est activé pour permettre de répondre à un événement qui met la vie en danger, directement, il n'attend pas, il envoie tous les médiateurs pour tout réguler ce qui se passe dans le corps. Et on va ressentir ces médiateurs de régulation dès que l'on est en sécurité. Et donc, voilà comment fonctionne le cerveau reptilien. Il y a un événement qui active le cerveau reptilien. Il envoie des médiateurs pour permettre une réaction, fuite, attaque ou simuler la mort. Mais directement, il envoie les médiateurs pour tout réguler. Donc, si le cœur bat à 300 000 pour pouvoir diminuer et redevenir un rythme normal, ou si le cœur est arrêté, hop, remettre le coup d'accélérateur pour que dès que le danger est passé, le cœur reparte. Mais on va ressentir ces médiateurs de régulation dès que l'on est en sécurité. Ça, c'est la notion qui est indispensable. On ne peut pas résoudre une émotion si on ne se sent pas en sécurité. Alors, nous, humains, on a deux possibilités de mettre en œuvre cette capacité qu'on a en nous. Soit en direct, à partir de maintenant, quand vous vivez un événement qui vous pose problème, qui génère un état émotionnel en vous, quel qu'il soit, eh bien, vivez votre émotion, parce que ce qu'il y a, c'est que nous, comme on a appris à essayer de contrôler, gérer, maîtriser nos sensations, remarquez quand, par exemple, un enfant tombe et se fait juste une égratignure, mais qu'il pleure et que, en tant qu'accompagnant, adulte bienveillant, on va vers l'enfant et on lui dit « Mais arrête de pleurer, c'est rien, c'est juste une égratignure. » Quand on lui demande d'arrêter de pleurer, on lui demande de contrôler potentiellement sa frustration, sa peur d'être tombé. Et c'est déjà là que nous, nous sommes issus d'enfants à qui on a demandé d'arrêter de pleurer. Et donc, si un événement génère un état émotionnel en vous et que potentiellement ce sont les larmes qui montent aux yeux, autorisez-vous à pleurer. Moi, quand je suis en présence de quelqu'un qui vit une émotion et que je sens que la personne retient ses larmes, première chose que je lui dis, c'est vis ton émotion, tu as le droit de pleurer, que ressens-tu dans ton corps? Mais donc ensuite, ce qui est important, c'est de laisser faire ce processus qui se fait tout seul dans notre corps, en sécurité, encore une fois. Mais donc, comme nous, on n'a pas appris à faire ça, il faut bien changer de stratégie mentale. Et donc, c'est là que j'indique à la personne, que ressens-tu dans ton corps? Pour qu'elle observe le processus physique en elle. Alors, si vous êtes tout seul, mettez-vous en sécurité. Donc, des fois, ça nécessite de sortir de la pièce où nous sommes ou d'aller aux toilettes ou bref. Et de là, vous pouvez nommer vos sensations. J'ai le cœur qui bat vite, j'ai chaud ou j'ai froid, j'ai les jambes qui tremblent, peu importe. Mais observez le phénomène qui se passe en vous. Et donc, très rapidement, vous allez ressentir
l'apaisement, la régulation de vos sensations qui va s'opérer toute seule dans votre corps. Alors, ce qui est important, c'est de ne pas se focaliser sur l'événement, parce que si on se focalise sur l'événement, la souris, la parole qui nous a blessés, le t-shirt qui n'est pas rangé à sa place, peu importe. Ben là, je donne l'exemple, c'est comme si la gazelle court, parce qu'elle a toujours l'impression d'avoir le lion au cul. Donc, l'événement, c'est le lion, entre guillemets. Donc, si on se focalise sur l'événement, ben là, on va auto-entretenir les sensations. Donc, c'est pour ça que nous, humains, on peut pleurer pendant 3 heures, on peut crier pendant 3 heures, si on se focalise sur l'événement. Là, on est dans la manifestation émotionnelle. On n'est pas dans l'expression, dans la résolution émotionnelle. On fait juste manifester. Mais pour résoudre une émotion, il faut manifester, mais ensuite se mettre en sécurité et ressentir que toutes les sensations s'apaisent naturellement. On n'a rien à faire, ça se fait tout seul. Et quand on a laissé faire le processus, la fois suivante, quand on est confronté à un événement similaire, et ben là, comme en fait, ça permet de resynchroniser notre conscient et notre inconscient, et ben là, on ne surréagit plus parce qu'on a laissé faire le processus. Et donc, moi, je compare notre cerveau reptilien à notre chien de garde intérieur, notre Brutus, qui se met à aboyer pour nous signaler événement pas bon pour nous. Mais jusqu'à présent, quand Brutus aboyait, on lui mettait une muselière, les stratégies mentales pour contrôler les sensations, la respiration, se dire « oh mais c'est pas si grave », faire des plans sur la comète, tout ça, c'est mettre une muselière à Brutus. Maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est laisser Brutus aboyer. Donc, c'est vivre votre émotion, observer les sensations. Et donc, dès qu'on donne la parole à Brutus et qu'on est en sécurité, ben, très vite, il se tait. Et ben, quand on a laissé Brutus exprimer ce qu'il avait à dire, la fois suivante, il reste au panier. C'est ce que j'ai vécu avec mon papa. Donc ça, c'est pour nous humains, donc soit en direct, soit en différé, on peut résoudre nos états émotionnels. Maintenant, comment fait-on pour un animal? Parce que là, ce qui vous intéresse, ce sont les animaux. Mais pourquoi je vous explique ce processus humain? C'est parce que si vous voulez accompagner votre animal, mais que, par exemple, quand pour un cheval, il a peur de monter dans un vent. Pour un chien, il a peur de passer à côté d'une bouche d'égout. Ça, ce sont des situations que j'ai pu permettre aux propriétaires de résoudre. C'est pour ça que je parle de vécu. Et donc, si le fait que l'animal réagisse à l'événement monter dans le vent ou à l'événement plaque d'égout pour le chien, eh ben, avant de vouloir leur permettre de résoudre leur émotion, comme il faut que l'animal soit en sécurité, il faut d'abord que l'humain qui accompagne l'animal ait résolu l'état émotionnel que cet événement a développé en lui. Parce que potentiellement, la propriétaire du chien qui avait peur des plaques d'égout, ben, une fois, elle a eu tellement peur parce qu'elle avait changé d'itinéraire, elle n'avait pas fait attention qu'il y avait une plaque d'égout, le chien, il est parti en courant, elle s'est retrouvée les 4 pattes en l'air, mais surtout, elle a eu peur que son chien se fasse écraser. Donc ensuite, ben, elle balisait de changer d'itinéraire et de rencontrer une plaque d'égout, tellement cet événement était, mais invraisemblable pour ce chien, quoi. Donc là, j'ai d'abord permis à la propriétaire de résoudre sa peur que son chien, s'il réagit à une plaque d'égout, ben, manifeste cette émotion, mais surtout, et ces conséquences-là. Donc, d'abord, l'état émotionnel de la propriétaire. Sinon, elle ne peut pas accompagner son animal parce que l'animal ressent ce qui se passe sans nous. Et quand je dis ça, c'est pas pour culpabiliser les propriétaires, loin de là. C'est des choses que vous avez tous conscientisées, mais vous savez pas forcément quoi faire. Plusieurs propriétaires d'animaux me disent, mais c'est étonnant. Si j'ai une bonne nouvelle au travail, je rentre à la maison et là, mon animal, mais
il m'accueille derrière la porte en faisant la fête alors que j'ai pas encore mis un pied dans la maison. Par contre, si il y a eu des relations un peu tendues avec mon patron et que je rentre énervée et tout ça, bah, je retrouve mon chien qui est couché en boule dans son panier sous l'escalier. Il vient pas du tout me voir. Donc, vous avez tous conscience que les animaux ressentent nos états émotionnels. Donc, quand je dis ça, c'est nullement pour culpabiliser l'humain propriétaire, c'est pour encourager l'humain propriétaire à s'occuper de ses états émotionnels pour ensuite permettre à l'animal qui s'occupe des siennes. Et là, tout se passe correctement. Et donc là, ben, d'abord, la personne résout l'état émotionnel de ce que l'attitude de l'animal réveille en lui. La peur, la contrariété, parce que des fois, ça peut nous mettre en colère qu'un cheval ne monte pas dans le vent, enfin tout ça, enfin, tous ces états émotionnels. Et ensuite, comment procède-t-on avec l'animal? Alors, avec un animal, là, je ne peux pas faire de séance en différé en demandant à l'animal, reprends un exemple qui t'a fait peur. Non. Donc là, il va falloir le confronter à l'objet de sa peur. Mais là, c'est là où le propriétaire humain, l'accompagnant, doit être attentif aux moindres signes de tension chez l'animal. Alors là où on a le plus de résultats, c'est justement quand on peut interagir, je vais dire, de façon statique. Quand c'est en mouvement, par exemple pour les chevaux avec les concours d'obstacles ou des choses comme ça, ben là, il va falloir travailler vraiment en amont. Mais on va d'abord relancer ce processus-là avec des choses auxquelles on peut interagir. Et donc, notamment, par exemple, pour un cheval, ça va déjà être l'approche au box. Alors, il faut avoir le temps de faire ces séances parce que de la même façon, si on a, comment dire, peur de de pas avoir le temps, si on est contrarié parce que on n'a pas beaucoup de temps, non, là, faut se dire bon bah ce matin, j'ai tout mon temps, je vais le faire. Ça peut aller très très vite, mais si déjà avec le temps on a un état émotionnel, là l'animal ne va pas être en sécurité. Donc un jour, on a ce temps-là, on décide de le faire. Ben déjà, quand on s'approche de l'animal au box, par exemple pour le cheval, on arrive avec le licol. Si on met des protections, on a les protections. Et même si on est à 20 mètres de l'animal, mais que là, l'animal nous voit arriver dans le box, il est tranquille en sécurité, mais il nous voit arriver avec son licol, les protections, et que là, il se tend, on s'arrête. On ne continue pas à s'approcher du box. Dès les moindres signes de tension, on respecte l'état émotionnel de l'animal. Parce que c'est là où lui il commence à être une émotion. Si on continue à avancer vers lui, on va augmenter la charge, le niveau de stress, et là, il va plus se sentir en sécurité. Et donc, il va pas pouvoir ressentir l'apaisement. Donc, avec un animal, c'est dès les premiers signes. Naïla, je crois qu'on t'a perdu au niveau du son. Tu m'entends? En attendant peut-être que Naïla nous rejoigne. Oui, oui, Ah, voilà, on entend. Tu es là, Naïla? Non. Alors, j'ai peut-être une question parce que c'est un sujet super intéressant et j'aimerais peut-être m'adresser à Elisabeth. Elisabeth, j'imagine que les propos de Naïla te parlent, étant donné qu'on est vraiment dans l'émotionnel, dans tout ce qui est émotion. Est-ce que tu as peut-être une réaction à nous donner par rapport à ce lien, les exemples cités par Naïla, puis peut-être de ton côté au niveau émotionnel par rapport aux fleurs de bac? ah oui, tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, là où ça me parle complètement, vous voyez, au début, je faisais une formation sur les fleurs de bac et les animaux. Et ça, j'ai fait ça pendant les 2, 3 premières années quand je faisais ça. Et maintenant, je ne donne plus le certificat sans que la partie humaine ait été considérée. Et là, si je peux témoigner aussi, parce que c'est vrai que le cheval est un animal
très, très, très sensibles. Ils le sont tous, mais le cheval particulièrement. Et j'ai eu plusieurs expériences comme ça pour faire monter effectivement le cheval dans un vent. Et je pense que ça ne va pas sans s'occuper effectivement des hommes ou des femmes qui sont autour de l'animal. Alors souvent, ça va à peu près peut-être au début, la première fois que des personnes veulent faire entrer un animal dans le vent, mais pour la fois suivante, s'il y a un seul des participants qui est tendu, l'animal l'est aussi. Et du coup, cette première expérience de plus de difficultés va faire qu'il y a cette appréhension ensuite chez les êtres humains. Et comme l'animal sent tout ça, eh bien, c'est vraiment très, très, très important, effectivement, de s'occuper de l'entourage, de l'entourage. Et c'est Voilà, vrai que la sécurité égale détente. complètement. Je suis tout à fait d'accord avec Neila. Voilà, Complètement. merci beaucoup, Elisabeth. Je crois que Naïla nous a rejoint. Si peut-être tu as une autre question après Elisabeth, mais c'est vrai que je rejoins aussi Elisabeth, car pour moi, ce que Naïla nous dit, que avant, j'ai envie de dire, avant de soigner, de penser les maux de son animal, il faut déjà penser à soi et surtout être bien pour que son animal soit bien. Et je trouve que c'est super, super important et parfois on l'oublie. Et comme je le dis personnellement, moi-même, j'ai souvent eu travaillé avec des animaux avec des difficultés, des chats sauvages, voire des chiens qui étaient souvent agressifs dans des cours de comportement. Et souvent, ben, on remarque qu'on a ce conditionnement au bout de la laisse ou cette crainte du propriétaire qui va faire qu'un chat ou qu'un chien va réagir très violemment. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'on peut te redonner la parole, Naïla? Tout est Ben, OK? si vous Magnifique, m'entendez, hein. Merci beaucoup. Merci, Elisabeth. C'est à toi. Naïla, tu nous entends? oui, comme j'ai pu entendre quand je me suis reconnectée, Elisabeth qui disait, effectivement, c'est vraiment important que l'humain prenne conscience de cette capacité. C'est vraiment ce processus naturel qu'on a dans le corps. Donc, encore une fois, moi, je trouve important que toute personne acquiert ce processus, mais c'est pareil avec les enfants. Quand on veut accompagner un enfant pour qu'il puisse développer toutes ses capacités, ben, il faut d'abord avoir résolu ce que l'attitude de l'enfant réveille en nous. Et donc, on ne peut pas aider l'autre si on n'a pas résolu ce que l'attitude de l'autre fait en nous. Euh, et ça, c'est indispensable. Donc, vous avez le détail de tout ce que je vous ai raconté. Et Fabienne vous transmettra j'ai déjà enregistré un podcast par rapport à ça qui est un peu plus écourté que ce que nous venons de détailler aujourd'hui, hein. Je peux aussi transmettre je transmettrai à Fabienne le document que je fais en formation résolution des émotions en élevage, parce que moi, ma spécialité, c'est de transmettre ça aux éleveurs et notamment aux éleveurs bovins. Alors, je suis d'accord avec Elisabeth par rapport aux chevaux qui sont très sensibles, mais tous les animaux, que ce soit les vaches, moi je l'expérimente tous les jours en formation, mais j'ai également pu donner la formation acupuncture et donc là je vais embrayer après sur la deuxième conférence avec des consoeurs qui travaillent en parc zoologique et ça marche exactement pareil avec les animaux entre guillemets sauvages, même s'ils sont là dans un parc, mais dans cette approche, à partir du moment où nous, on est serein, et ben l'animal autour, lui, il est serein. Quand on a fait cette formation, alors on a d'abord repéré les points sur des chèvres parce que c'était quand même plus facilement maniable, mais ensuite j'ai été montrer tous les points sur un rhinocéros blanc. Et ma consoeur m'a dit, mais ce rhino-là, jamais j'aurais pensé qu'ils seraient restés 3/4 d'heure le long de la barrière. En plus, alors ils font du training médical, mais comme
tout le monde était dans le désir de voir les points et tout ça, était serein par rapport à l'animal et tout. Le rhino est resté auprès de la barrière sans bouger et j'ai pu montrer tous les points à travers la barrière. Et ma consoeur était étonnée qu'il reste autant de temps. Généralement, il vient, au bout de 5 minutes, il repart, il faut le rappeler. Enfin, voilà. Donc, quand on est dans cet état d'esprit-là, plus on va s'occuper de nos états émotionnels, plus l'animal va pouvoir s'occuper de son propre état émotionnel. Et donc, quand on respecte, et c'est ça vraiment que je souhaite transmettre, c'est d'être observateur des signes que montre l'animal. Et ça, on peut le voir sur différents comportements, postures de l'animal. Quand on a des yeux qui sont exorbités comme ça, là, on voit bien que l'animal a peur, quoi. Quand il est renfrogné, enfin, toutes les émotions se traduisent par une attitude au niveau corporel. Vraiment, prenez conscience que les émotions, c'est le langage du corps, que ce soit pour un humain ou pour un animal. C'est exactement pareil. Et donc, plus on va respecter ses états émotionnels, plus l'animal va pouvoir résoudre ce qui se passe en lui. Et c'est là que, justement, la relation va pouvoir vraiment s'épanouir entre le propriétaire humain et l'animal. Donc, voilà ce que je voulais vous transmettre ce matin par rapport à la résolution émotionnelle animale. Et donc, je vais vous laisser un temps si vous avez des questions, des commentaires pour que je puisse y répondre. Et puis surtout, vous encourager à expérimenter parce que c'est important d'avoir la théorie, de savoir comment ça fonctionne parce que quand on est méconnaissant de ça, on ne sait pas faire. C'est pas qu'on ne veut pas faire, c'est qu'on ne sait pas faire. On ne sait pas que c'est possible, mais c'est que en expérimentant dans son propre corps, d'abord de résoudre nos propres émotions, qu'on voit combien ça permet de nous libérer, de nous donner de l'espace. Et encore une fois, résoudre nos émotions ne va pas faire de nous des êtres indifférents. Parce qu'il y en a qui me disent, oui, mais j'ai besoin de ressentir mes émotions. Oui, vis-les pleinement, mais laisse-leur prendre sa place dans ton corps. Et c'est pas parce qu'on a résolu, par exemple, la contrariété que les chaussettes soient pas rangées qu'on va devenir bordélique. Mais là, on va pouvoir se positionner sereinement et potentiellement être entendu. C'est là toute la différence. Et donc, c'est vraiment, ça permet de passer d'une relation, d'une communication réactionnelle, émotionnelle, empreinte d'émotion, à une communication relationnelle où là, potentiellement, l'autre peut nous entendre. Parce que là, notre état émotionnel est à sa place. Parce que sinon, ça active aussi l'état émotionnel de l'autre. Et donc, c'est là où on a ce jeu de ping-pong. Et que ce soit l'autre, que ce soit un pareil. Donc, voilà ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Il y a des formations. Donc, vous pouvez regarder sur le site de l'APESE, A-P-E-S-E. Donc, c'est le site des praticiens en santé émotionnelle, donc qui sont organisées. Donc là, c'est pour nous les humains. Et puis moi, j'en donne régulièrement pour la relation animale. Et puis, si vous constituez un groupe, c'est des choses qui sont possibles. Enfin voilà, il y a parce qu'encore une fois, ce qui est important, c'est de pratiquer. Expérimenter. Sinon, là, ça reste, ah oui, ce qu'elle a dit, ça a l'air logique, c'est bien, c'est cohérent, mais tant qu'on n'a pas vécu dans notre corps, ça reste une belle théorie. Voilà. Je vous invite à faire plein de belles expériences. Merci beaucoup, c'était super intéressant. Donc, pour toutes et tous, je vous enverrai tous les liens de Nayla, comme ça on pourra aussi réécouter le podcast qui sera complet, on pourra le réécouter. Et puis, qui sait organiser quelque chose d'ici l'année prochaine, on pourra encore en reparler. Est-ce qu'il y a une question parmi vous
par rapport à ce côté des émotions, tout ce qu'a présenté Naila. Est-ce que vous avez une question en particulier? Je Alors, vois si je peux qu'Elisabeth, voilà. intervenir, merci Neila, j'ai beaucoup apprécié. Je suis bien sûr d'accord sur tous les points. Et c'est vrai aussi que pour observer, pour que l'homme puisse observer, il faut que lui-même soit décontracté, que lui-même soit en sécurité. L'un ne peut pas aller Tout à sans fait. l'autre. Et j'ai un père qui était vétérinaire, donc j'ai toujours beaucoup observé avec lui. Je l'accompagnais depuis mon âge à moi de 4 ans. Et vraiment, vraiment, je suis d'accord sur toute la ligne. Et j'ai retrouvé beaucoup de choses. Et effectivement, cette pratique, hein. Et vous voyez, il disait, souvent, on lui disait, oh là là, faire des études vétérinaires, mais c'est compliqué parce que l'animal ne parle pas. Et lui, il disait toujours, au contraire, c'est beaucoup plus simple que la médecine humaine parce que l'animal ne raconte pas d'histoire. C'est joliment dit. Et je trouve que c'est tout à Merci, fait ce que je Elisabeth. retrouve dans vos propos, Neila. Merci, merci. Merci beaucoup. Merci, Elisabeth. Alors, comme il n'y a pas de questions, oui. Oui, alors j'en ai une. Laura qui pose une question. Les whippets sont souvent considérés comme des chiens sensibles. Peut-on influencer sur leur comportement et leur sensibilité pour améliorer leur bien-être? Oh là là, je crois qu'il faudrait des heures et des heures pour répondre à Laura. Pas du tout. Non? Déjà, ce qui est important, c'est d'éviter de mettre des étiquettes. Les whippets sont sensibles, les labradors sont doux comme des agneaux, les caniches sont hyper nerveux, les bergers sont méchants. Parce que dès qu'on met des étiquettes, et ben là, on va aussi renforcer ce comportement-là. Alors, ils ont des états émotionnels, oui, ça, comme tout animal sensible, hein, vivant. Avant même d'être sensible, c'est vivant. Mais par contre, si nous-mêmes, on n'a pas encore une fois, si nous, quand il montre ces signes d'anxiété, d'angoisse, d'appréhension, ben, oh mon Dieu, c'est parce que c'est un whippet et tout ça, on n'a pas résolu ce que ça fait en nous. Donc, c'est encore une fois quelque chose qui est vraiment important, c'est de s'occuper cette sensibilité, qu'est-ce qu'elle fait en nous? Comment nous, on vit que notre animal appréhende telle ou telle chose pour pouvoir créer ce cadre sécuritaire. Et donc là, après, ça va lui permettre de pouvoir résoudre ses états émotionnels. Alors effectivement, plus tôt on commence à faire ça, plus c'est facile pour l'animal parce que on a pris des habitudes nous-mêmes. Si vous avez la possibilité, si vous avez des enfants en bas âge, c'est plus facile de faire dans l'insouciance de l'enfance avant que ce mental, eh ben, on ait trop commencé à mettre en place des stratégies pour contrôler, gérer, maîtriser. Donc, plus votre animal est jeune, plus ça sera facile de lui permettre d'être serein. Plus il est âgé, plus dans votre relation, il y a des états émotionnels potentiellement bloqués et donc ça va nécessiter de faire d'autant plus de séances pour soi et pour l'animal. Et donc c'est important, c'est vraiment d'observer des choses qui peuvent faire réagir votre animal pour encore une fois le faire de façon en sécurité. Par exemple, je sais pas moi, s'il a peur d'un chiffon, et de lui montrer le chiffon, même s'il est à 20 mètres, enfin, et de lui rapprocher petit à petit. Mais effectivement, plus tôt on s'y prend, c'est plutôt ça. Mais évitez de mettre des étiquettes sur des races. Ça, c'est vraiment important. Enfin, alors moi, j'ai beaucoup plus d'expérience avec les vaches, hein, parce que comme je travaille essentiellement avec des éleveurs bovins, mais quand j'entends oui, les limousines sont nerveuses, j'ai déjà fait des formations avec des limousines en licol et qui c'était pas des bêtes de concours qui avaient l'habitude d'être licotées, hein. Et donc j'ai fait, et des fois, ça se passe mieux qu'avec des Holstein qui ont l'habitude d'aller en salle de traite. Donc, c'est vraiment l'approche animale, toujours. Donc, surtout, c'est vraiment important d'éviter de mettre des étiquettes. Chaque individu a cette capacité-là. Voilà.
J'espère que j'ai répondu à la question. Oui, oui, merci. Et on est tout à fait d'accord. Voilà, alors je vois que j'ai pas d'autres questions dans le chat et s'il n'y a pas d'autres réactions, avant de passer à la conférence prochaine donnée par Neila, j'aimerais, ben, ça tombe bien puisqu'on parle de vaches, juste vous montrer un petit reportage que j'ai trouvé de Neila. Je vais juste partager l'écran parce que je trouve que c'est un magnifique reportage qui est passé quand même sur France Télévisions, France 3, si je me trompe pas. Alors j'espère que la technique sera avec nous. Est-ce Ah que non, vous là, c'est voyez TF1. TF1, voilà. Est-ce que vous voyez, voilà, TF1, donc j'ai envie de dire, il n'y a pas tout le monde qui peut s'offrir une, euh, une vidéo comme ça, un reportage comme ça sur TF1. Encore bravo, Naïla. Je pense que ça montre aussi ben, toute ton expertise en la matière. Vous voyez donc l'image, je peux lancer la vidéo parce que je la trouve super intéressante et on voit ainsi ton cadre de travail. Ah, mais il n'y a pas le son. Ah, mais effectivement, on l'entend pas. Voilà, je suis désolée, hein, je crois que certains n'avaient pas le son. Je vous remettrai le lien également dans les documents que je partagerai. Donc, j'aime bien quelquefois pour soulager la patte. Naïla, si vous pouvez juste nous rappeler, peut-être comme le son n'était pas là pour tout le monde, ce que vous avez fait dans cette séance en quelques mots. Ben, en fait, j'ai guidé la vache pour qu'elle se rééquilibre. Donc, en fait, il faut savoir que peut y avoir des boiteries. euh, alors, soit parce qu'il y a eu un traumatisme, hein, une entorse, un coup, une blessure, mais aussi peut y avoir des boiteries qui sont dues à un désordre métabolique. Et donc, un animal, comme je le dis, peut boiter parce qu'il a mal au ventre. Ça peut être étonnant, mais on rencontre souvent ce genre de choses, surtout dans les animaux d'élevage. Donc, voilà. Donc là, le fait de rééquilibrer de façon globale et générale la circulation énergétique au sein de l'animal, ben après, la boiterie s'estompe et elle peut reposer normalement sa patte. Voilà. Et donc, je vais expliquer tout ça avec la conférence rapidement, hein, sur l'acupuncture. Si vous êtes prêts, on peut commencer. Voilà, et puis pendant que je repartage l'écran, Naïla, parce qu'en fait, on n'a pas fait les présentations, est-ce que vous pouvez nous dire enfin, où vous êtes situé et puis dans quel périmètre vous donnez des conférences ou des cours? Alors, je suis basée en Normandie, donc à côté de Saint-Lô, dans la Manche, en France. Et donc, 1 heure du Mont-Saint-Michel, si on voit un peu plus la carte de France, 1 heure de Caen, 1 heure de Cherbourg. Donc, vraiment dans ce coin-là. Mais par contre, depuis justement 2013, je donne des formations acupuncture pour les éleveurs essentiellement, mais cette formation peut très bien être organisée pour des particuliers qui souhaiteraient comprendre mieux le fonctionnement de leur animal. Et j'œuvre dans toute la France. Donc, je me déplace. Alors, les formations, c'est surtout de septembre au mois de juin. Et donc, je me déplace dans toute la France. Et même, petite anecdote, j'ai failli, mais ça s'est pas fait parce que l'organisation a été un peu trop, enfin, n'a pas encore pu se faire. Mais j'ai des contacts pour aller donner la formation en Martinique. Donc, voilà. Moi, j'ai pas de limite de territoire. Hein. Je peux au gré des demandes, m'adapter. Je peux aller au Canada aussi, hein, si vous souhaitez m'inviter au Canada. Je sais qu'il y en a qui vont participer et qui sont dans ces contrées-là. Moi, j'ai pas de limite. Bon, après, il faut juste organiser tout ça, hein, mais tout peut se faire. Voilà. Donc, moi, j'aime vraiment transmettre. En fait, comme je dis, j'ai permis à l'acupuncture de la démocratiser, de la rendre accessible à tout à chacun.
Alors, il y a un autre terme utilisé pour ça, c'est le terme de vulgariser, mais moi, je préfère le terme de démocratiser parce que le terme de vulgariser, sa racine, c'est vulgare, rendre commun, mais pas rendre vulgaire. Faut pas confondre entre les deux. Donc, pour éviter cette confusion, moi, j'utilise le terme de démocratiser l'acupuncture. Et donc, si vous êtes prêts, ben, on y va.